So, Francois, here's your moment. Francois Dubuisson, you is the last witness. Thank you. Are you speaking in French or In French. French? Voilà. Alors, comme vous l'avez sans doute compris à ma cravate, je suis juriste. Et donc, je vais examiner certains aspects juridiques liés à la conséquence de l'établissement par les tribunaux, s'il arrive à cette conclusion, d'un crime d'apartheid ou d'une violation de la prohibition de l'apartheid ou d'autres normes de droit international, puisqu'on en a évoqué un certain nombre ici. Évidemment, c'est toujours difficile de parler en dernier, puisque tout le monde est extrêmement fatigué, on est pressé par le temps. Donc je vais essayer d'être à la fois clair et assez concret pour essayer de conserver votre attention pendant encore quelques minutes. Alors ces 2 dernières journées, on a entendu pas mal d'exposés, à la fois sur des aspects juridiques, des définitions de notions comme apartheid ou persécution, et puis toute une série de faits particuliers que l'on a examinés pour se demander s'ils entraient dans ces catégories. Et donc il reviendra au tribunal de qualifier ces faits pour conclure à l'existence éventuelle d'une violation de la prohibition de l'apartheid, d'un crime d'apartheid, de la violation de l'interdiction de la persécution ou bien également d'autres violations du droit international. Alors ces violations du droit international ou ces crimes sont susceptibles de renvoyer en réalité à 2 types de responsabilités distinctes. D'une part, une responsabilité étatique, et donc il s'agirait de la responsabilité de l'État d'Israël qui aurait violé le droit international, ou également une responsabilité pénale individuelle, puisque l'on parle de crime d'apartheid ou de crime de persécution. Donc là, ça viserait à la responsabilité pénale des dirigeants israéliens qui ont décidé ou qui ont contribué à la mise en œuvre des politiques d'apartheid ou de persécution. Alors ma contribution va consister à analyser les conséquences juridiques de ces 2 types de responsabilités. Et mes conclusions pourront également s'étendre à toute une série d'autres violations que l'on a examinées et qui sont directement liées soit à la qualification d'apartheid, soit à la qualification de persécution. On a parlé de la colonisation, de l'annexion, de destruction de propriété, de déportation de personnes, etc. Donc les conclusions peuvent parfaitement être étendues à ces violations ou à ces crimes-là. Alors il y a 2 types de conséquences que l'on peut examiner, ce sera les 2 parties de mon exposé. Tout d'abord, les obligations et la responsabilité des États tiers en lien avec ces violations du droit international par Israël, en lien avec la commission de ces crimes. Ce sera la première partie. Et deuxième partie, envisager quels sont les recours juridiques et autres pour faire face à ces violations du droit international ou à ces crimes. Tout d'abord, donc, la première conséquence de la responsabilité qui pourrait être admise, les obligations des États tiers. Alors, on peut partir du principe que toutes les violations qu'on a examinées sont des violations graves du droit international. Et donc, ça entraîne certaines conséquences pour les États tiers qui ne peuvent pas rester passifs au regard de ces violations. Il leur incombe un certain nombre d'obligations. Ils ne peuvent pas simplement dire « écoutez, c'est une affaire entre Israël et les Palestiniens et nous ne sommes pas concernés par cela ». Il y a 3 types d'obligations. Tout d'abord, une obligation de non-reconnaissance et de non-assistance à la situation illégale qui découle de ces violations du droit international. Deuxième obligation, c'est une obligation un peu plus positive, de faire respecter le droit international dans le chef d'Israël. Et enfin, 3e catégorie d'obligations, elle en lien avec la commission de crimes internationaux, c'est l'obligation de réprimer ces crimes ou l'obligation, à tout le moins, de coopérer
judiciairement en vue de la répression de ces crimes. Alors, je vais examiner rapidement le contenu de ces 3 catégories d'obligations. Tout d'abord, les obligations de non-reconnaissance et de non-assistance. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais ce sont des obligations qui sont admises comme faisant partie du droit coutumier par la Commission du droit international. Et d'ailleurs, elles ont été appliquées, ces obligations ont été rappelées et appliquées par la Cour internationale de justice dans son avis relatif au mur, donc en l'appliquant aux violations des droits internationaux qui découlaient de la construction du mur. D'une part, les États ne peuvent pas reconnaître les effets de la politique qui seraient liés donc aux faits que l'on a examinés, comme en l'occurrence les mesures de déportation, les mesures d'annexion, la colonisation et tout le régime de discrimination qui peut être établi par Israël, que ce soit en Israël même ou dans les territoires palestiniens occupés. Alors, on peut mentionner à cet égard également l'avis que la Cour internationale de justice avait rendu dans l'affaire de la Namibie, où elle avait considéré que tous les effets liés à l'occupation de la Namibie par l'Afrique du Sud, et notamment l'imposition d'un régime d'apartheid en Namibie, ne pouvaient faire l'objet d'aucune reconnaissance par les États tiers. Deuxième obligation, c'est l'obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation qui découle de ces violations du droit international, donc toutes celles que je vais mentionner. Et là également, ce type d'obligation avait particulièrement été mis en évidence dans le cadre du régime d'apartheid sud-africain, où les États tiers ne pouvaient en aucune manière reconnaître les effets de l'apartheid tel qu'il était appliqué par l'Afrique du Sud, ou, concernant la Namibie, les effets de son occupation qui était illégale après la suppression du mandat sud-africain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le cadre de la Palestine? Ça veut dire que les États ne peuvent en aucune manière avoir des relations avec Israël ou avoir des politiques avec Israël qui, d'une manière ou d'une autre, seraient utilisées pour maintenir la situation illégale qui prévaut en Palestine ou qui prévaut même en Israël vis-à-vis de la minorité palestinienne qui a la citoyenneté israélienne. Alors on peut prendre certains cas d'application, par exemple le commerce, tout ce qui est relatif au commerce avec Israël, et en particulier le fait que les États tiers, et ici je peux parler notamment de l'Union européenne, admet sans aucun contrôle particulier l'importation de produits venant de colonies. Alors, il y aura été 2 problèmes. Le problème de lui appliquer un tarif préférentiel en vertu de l'accord d'association, mais ce n'est même pas le problème principal. Cela va bien au-delà, c'est que normalement, les États devraient prendre des mesures pour empêcher l'importation de ces produits, puisque évidemment, en les important, en les commercialisant, on entretient l'économie des colonies et donc on apporte une certaine aide au maintien de ces colonies en territoire palestinien occupé, pour prendre cet exemple-là. Deuxième catégorie d'obligation, c'est l'obligation de faire respecter le droit international par Israël. Cette obligation a divers fondements, là aussi je ne vais pas entrer dans les détails. Des fondements plus spécifiques, on en trouve trace dans la Convention relative à l'apartheid, par exemple, ou des fondements plus généraux. Et donc, ça signifie que les États ne peuvent pas rester passifs ou silencieux, on l'a mentionné tout à l'heure, ne peuvent pas rester passifs face aux nombreuses violations du droit international par Israël, parmi lesquels donc, tous les régimes de discrimination, de colonisation, de dépossession de terres que l'on a mentionnés tout au long de ces 2 journées. Alors, cette obligation n'est pas extrêmement claire dans son contenu. Le droit international n'est malheureusement pas extrêmement précis, donc il n'est pas très clair quant à déterminer ce qui est attendu des États, mais ce qui est certain, c'est qu'il est difficile de dire que le fait de simplement faire des déclarations ou des protestations pendant maintenant des dizaines d'années sans que ça ait aucun effet soit suffisant pour respecter cette obligation. Et même, à l'inverse, le fait que les États octroient des avantages économiques à Israël va bien entendu à l'encontre de cette obligation de faire respecter, parce que même en aucune manière, ces privilèges ne sont conditionnés par un quelconque respect du droit international. Là aussi,
cette obligation a eu un sens particulier dans le cas de l'Afrique du Sud, puisque les États, alors avec certaines réticences notamment les États occidentaux, ont fini par adopter des mesures de sanctions économiques à l'égard du régime sud-africain. Alors cette obligation de faire respecter le droit international, effectivement, et spécialement pour les États occidentaux, elle n'est pas très fort mise en œuvre par ces États. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il s'agit d'une obligation juridique. Ce n'est pas simplement une obligation morale ou politique qu'auraient ces États à favoriser la justice au profit du peuple palestinien, mais il s'agit bien d'une obligation juridique. Donc la société civile, au sein de chacun de ces États, peut mettre en avant le fait qu'il s'agit bien d'une obligation juridique et donc essayer de pressuriser son gouvernement pour qu'il remplisse cette obligation. Puis, troisième catégorie d'obligation, c'est l'obligation de poursuite et de coopération en matière de répression des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Et ça me permet en réalité de glisser à la deuxième partie de mon exposé qui envisage les recours qui sont possibles pour faire appliquer le droit international et mettre fin aux violations et aux crimes qui sont commis. Alors, il y a 4 types de recours qui peuvent être envisagés et qui sont de nature différente. Tout d'abord, il y a les recours au sein des États mêmes. Comme on l'a vu, le crime d'apartheid est un crime contre l'humanité. Il peut également être considéré comme étant un crime de guerre au regard du premier protocole additionnel aux conventions de Genève. La persécution est un crime contre l'humanité. Et d'autres faits, comme la colonisation, sont des crimes de guerre. Alors, s'agissant des crimes contre l'humanité, il y a à la charge des États une obligation de répression de ces crimes. Elle ressort, par exemple, spécialement de la Convention sur le crime d'apartheid, où là, tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la répression du crime d'apartheid. Mais il faut constater que pratiquement tous les États occidentaux ne sont pas partis à cette convention, et Israël non plus. De manière plus générale, on peut tenter de tirer une obligation de répression de certains textes internationaux, certaines résolutions de l'Assemblée générale ou certains textes de la Commission du droit international, mais je ne vais pas entrer dans les détails techniques. S'agissant des crimes de guerre, là aussi il y a une obligation de répression à la charge des États et elle incombe en tout premier lieu aux États directement concernés par la commission du crime de guerre et notamment l'État qui a la nationalité des auteurs présumés de ces crimes, c'est-à-dire en l'occurrence Israël. Et cette obligation a été rappelée tout récemment encore par le secrétaire général dans son rapport du 13 septembre dernier, puisqu'il a intimé l'ordre au gouvernement israélien de procéder à des enquêtes vis-à-vis de crimes potentiels commis par les soldats israéliens en violation du droit humanitaire. Dès lors, on peut se tourner vers les autres États pour tenter d'obtenir des poursuites à l'égard de ces crimes de guerre et on a un fondement dans la Convention de Genève qui oblige les États à réprimer et à chercher les auteurs de ces crimes de guerre et ça vise tout spécialement le cas où la personne soupçonnée du crime de guerre se trouverait sur le territoire de l'État concerné. Donc ça demande une attitude active et spontanée de la part des États. Alors, concernant la mise en œuvre de cette obligation de répression, malheureusement, il faut bien constater que le bilan est assez maigre et que généralement les États essaient de trouver des moyens de ne pas être pris dans des procédures judiciaires à l'égard de ressortissants de ce qu'ils considèrent des États amis. Ça vise évidemment ici en particulier Israël. Et je donnerai à cet égard simplement un exemple au hasard, l'exemple de la Belgique. Et je ne le donne pas simplement parce que c'est de là que je viens, mais aussi parce que la Belgique a souvent été citée en exemple pour sa loi de compétence universelle permettant une très large poursuite des crimes internationaux où qu'ils soient commis. En réalité, suite à des plaintes qui avaient été déposées à l'encontre d'Ariel Sharon et d'Amos Yaron pour leur responsabilité dans les massacres de Sabra et Shatila, plus une autre plainte qui avait été déposée contre George Bush Senior pour des bombardements commis lors de la première guerre du Golfe. La Belgique s'est trouvée dans une situation diplomatique qu'il a considérée comme étant délicate et un changement de la loi a été opéré
qui a très sérieusement restreint les possibilités de son application. Donc là aussi, sans entrer dans les détails techniques, en réalité, on trouve dans la loi belge l'incrimination de l'apartheid, on trouve dans la loi belge l'incrimination de la colonisation. Donc on a les outils théoriques nécessaires pour entamer des poursuites, mais lorsque des poursuites sont entamées, même à l'égard d'une personne qui se trouverait sur le territoire de la Belgique, en réalité, on a accordé au procureur fédéral le droit de classer l'affaire sans suite s'il estime qu'il existe une autre juridiction nationale qui aurait une compétence davantage justifiée. Alors, ce sont des termes en réalité extrêmement flous. Il n'est pas nécessaire qu'une enquête ait été ouverte dans cet État. Simplement, cet État serait plus opportun pour organiser les poursuites. Et dans ce cas, le procureur peut mettre le dossier de côté et sa décision n'est susceptible d'aucun recours. Des mêmes situations sont connues en France, par exemple, ou au Royaume-Uni. On a eu l'épisode Tzipi Livni il y a quelques semaines où une immunité spéciale lui avait été accordée pour être certain qu'elle ne risquait rien. Et par ailleurs, la loi britannique a été modifiée pour éviter que des mandats d'arrêt puissent être délivrés, notamment lorsque des personnalités israéliennes viennent sur le territoire du Royaume-Uni. Alors, rapidement, les trois autres types de recours. Autre type de recours, ce serait un recours devant la Cour pénale internationale, on l'a déjà évoqué, puisque le crime d'apartheid, la colonisation sont des crimes qui sont intégrés dans le statut de la Cour. Et de ce point de vue-là, une nouvelle perspective s'ouvre avec la démarche palestinienne aux Nations Unies et à l'UNESCO pour se faire reconnaître indirectement par le biais de son adhésion, pour se faire reconnaître comme État membre et donc surtout se faire admettre comme étant bien un État. S'il était bien reconnu comme un État, ça lui ouvre l'adhésion au statut de la Cour pénale internationale et la Cour pénale internationale serait alors compétente pour tous les crimes commis sur le territoire de la Palestine, ce qui donc inclurait notamment toutes les discriminations pouvant être qualifiées d'apartheid ou d'autres crimes de guerre ou la colonisation. Donc là, ça permettrait de donner une compétence à la Cour pénale internationale. Troisième type de recours, et qui est envisagé dans le dernier rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en territoire palestinien occupé, Richard Falk, c'est une demande d'avis à la Cour internationale de justice. Donc, dans son rapport de septembre 2011, il constate que le territoire palestinien occupé fait l'objet d'un régime d'occupation prolongé, puisque ça fait évidemment près de 45 ans que l'occupation persiste, et c'est une situation tout à fait inédite en droit international, et que cette occupation s'accompagne d'un régime de discrimination généralisée. Donc évidemment, on est très proche de la notion d'apartheid, et donc il recommande que l'on pose une question à la Cour internationale de justice sur les conséquences juridiques de cette situation particulière. Et ça fait évidemment directement penser à la question qui avait été posée à la Cour dans l'affaire de la Namibie, où là aussi, il y avait une situation d'occupation prolongée par l'Afrique du Sud, du territoire du sud-ouest africain, de la Namibie, avec l'imposition d'un régime de discrimination généralisée. Et enfin, et je termine par là, dernier recours envisagé, et là on sort du strict recours juridique, c'est le recours aux campagnes de boycott BDS. Et là aussi, cette voie est directement envisagée et soutenue par le rapport de Richard Falk, le rapport du rapporteur spécial aux Nations Unies, qui lui date du 7 juin 2010, donc ça date d'un peu plus d'un an. Et donc, dans ses conclusions, dans ses recommandations, il recommande d'envisager, en tout cas de mettre en œuvre cette campagne qui a été décidée par la coalition des ONG palestiniennes et puis relayée par les ONG dans différents pays, comme un moyen alternatif de faire respecter le droit international. Justement, face au silence des États ou à la passivité des États, face au caractère assez incertain des recours juridiques que je vous ai mentionnés, l'alternative citoyenne, c'est d'avoir recours donc à la société civile
de mettre en œuvre ces actions de boycott qui permettent à la fois d'attirer l'attention sur la situation, de mobiliser les opinions publiques et aussi de faire pression sur les gouvernements. Alors de manière assez paradoxale, dans certains États, et notamment en France, ces campagnes de boycott ont fait l'objet de répression sous prétexte qu'elles seraient discriminatoires. Donc c'est vraiment là du cynisme pur que de considérer comme discriminatoire le boycott d'un État qui lui-même pratique la discrimination généralisée. Mais au-delà de ces obstacles qui pourraient facilement être surmontés sur un plan juridique, c'est une voie, effectivement, une voie citoyenne qui permet une alternative aux recours plus juridiques et plus formels qui sont parfois plus difficiles à mettre en œuvre de manière pragmatique. Je vous remercie. Thank you. There are a couple of questions, but would you believe it? Another act of persecution. Whilst we've been here, the tribunal's website has been hacked and exterminated. I leave you to your own conclusions as to how that's come about. I won't delay the witness any longer, but I leave that for your consumption. Two questions. First of all, I'd like you to deal with the responsibility of the United Nations, where there has been a violation of the prohibition on apartheid. It's not just the responsibility, but also what measures they should take, and does it include the use of sanctions? Alors sur le principe, il est bien évident que les Nations Unies ont une responsabilité tout à fait particulière et elle a été soulignée par la Cour internationale de justice dans ses conclusions. Elle a dit que non seulement les États devaient prendre leurs responsabilités pour faire appliquer le droit international, mais également les Nations Unies, qu'elle avait une responsabilité particulière. Alors, parmi les moyens à disposition, il y a évidemment la possibilité de recommander des sanctions. D'ailleurs, il y a maintenant de cela un temps certain, l'Assemblée générale avait recommandé des sanctions dans le cas d'Israël. Ça n'a plus beaucoup cours actuellement, mais dans les années 60 ou 70, il y avait eu de telles recommandations. Alors, la voie du Conseil de sécurité, évidemment, sera fermée en réalité en fonction du veto américain et même sans doute d'autres pays. Mais rien n'empêche l'Assemblée générale de recommander à nouveau, comme elle l'a fait pour l'Afrique du Sud, de recommander l'adoption de diverses sanctions à l'encontre d'Israël. Ça, c'est une voie évidemment qui est tout à fait possible. L'autre voie, celle qui est déjà utilisée, c'est d'avoir des condamnations des violations israéliennes. Alors, on se souviendra qu'en 1975, l'Assemblée générale avait décrété le sionisme comme étant une forme de racisme et de discrimination raciale. Cette résolution a été révoquée en 1991, mais elle avait surtout été révoquée à un moment où la conférence de Madrid venait d'avoir lieu, donc où on pensait que ça ouvrirait des perspectives nouvelles, et effectivement, 20 ans plus tard, on constate qu'en réalité, ça n'a abouti à aucun résultat et que le fait d'avoir un langage plus mesuré à l'égard d'Israël ne produit aucun effet concret, que du contraire. Donc il faut peut-être se demander s'il ne faut pas réactiver, peut-être sous une autre formulation, mais en tout cas une résolution de l'Assemblée générale qui envisagerait la question plus spécifiquement de l'apartheid. I have one further question. I know there's another one. My question is this. I want to return to a very ordinary situation for everyone in this room. What do you consider to be the most effective measures that a single person or a group of people or a collective can take where they perceive this violation against the prohibition on apartheid taking place in Israel?
Alors, je n'ai malheureusement pas de recette miracle, puisque je pense que d'ailleurs tout le monde dans la salle et dans le jury a ou pense à ce genre de choses, pas depuis aujourd'hui, mais depuis extrêmement longtemps. Et donc, je pense qu'il n'y a pas non plus une seule mesure qui peut être entreprise, mais simplement un ensemble de mesures. Premièrement, et ça relève plus de la psychologie, c'est de ne pas se décourager. Je pense que parfois on est souvent sujet au découragement, mais qu'il faut persister dans le combat. Donc si on prend le cas de l'Afrique du Sud ou de la Namibie, si on prend le cas de la Namibie, l'avis de la Cour date de 1971, 71, le dernier avis qu'elle a pris. Il a fallu attendre 20 ans pour que la Namibie devienne indépendante. Donc tous les processus prennent un certain temps. Donc premièrement, il faut garder l'espoir et garder patience. Et ensuite, c'est un ensemble de mesures qui peuvent être adoptées par la société civile, à la fois par l'information continue, maintenir la question à l'ordre du jour, pressuriser les gouvernements, montrer que c'est une question importante et qui peut avoir des répercussions aussi au sein même des États, que ce n'est pas une question simplement internationale qui se perd dans le vide. Avoir des actions plus précises, j'ai mentionné le BDS, on voit que ça commence à porter ses fruits, ça gêne très fort Israël. Si ça ne le gênait pas, il n'essaierait pas de prendre des tas de mesures, notamment les lois dont on a parlé, qui visent à soit interdire l'entrée de personnes qui sont des promoteurs du BDS, soit prendre des mesures internes à l'égard d'ONG qui seraient mêlées. On a eu dans certains pays des actions judiciaires qui ont été entamées. Alors ça demande du temps, ça demande de l'argent, mais ça peut avoir des résultats, même si pour le moment il n'y a pas eu vraiment de grandes décisions malheureusement. On a eu cette décision devant la Cour de l'Union européenne qui a quand même marqué un frein, en tout cas au moins théorique, quant au fait d'avoir des taux préférentiels pour les produits venant des colonies. Donc je pense que c'est un ensemble de mesures qui, prises toutes ensemble et persistantes dans le temps, pourront peut-être avoir raison de la situation, qui pourront éroder petit à petit les réticences des gouvernements, et dont on ne comprend pas toujours d'ailleurs très bien les raisons. On a l'impression qu'ils se tiennent tous un peu les uns les autres et personne n'ose ne se démarquer des autres en prenant des mesures un petit peu plus volontaristes. Alors que souvent, en tête-à-tête, les hommes politiques vont dire « oui, vous avez tout à fait raison, c'est inadmissible ce qui se passe en Israël », mais dès qu'ils doivent prendre des décisions, ils ont peur de leurs alliés américains, de leurs partenaires européens, de leurs opinions publiques, des lobbies pro-sionistes, etc. Ronnie has a question. Thanks. Thanks very much for the presentation. And I'm struck by the fact that you're referring to that fourth category of measures as can be taken by civil society. You mentioned boycott, of course, with the divestment and sanctions, the famous BDS, that we saw at play during the anti-apartheid struggle, South Africa. Now, the question I have relates to the interrelationship of the voice and the pressure of civil society around the world and its interaction with the other three measures relating to legal aspects, enforcing international resolutions, pressure on governments. And you see, I think the South Africans present here are very well aware we have these memories. And I'd like to remind us that in the anti-apartheid campaign against apartheid, the question of sanctions and the imposition, even though United Nations had adopted it, it came very late. And even our greatest allies of Scandinavia would say to us when we asked them to impose sanctions, they were following boycott and so on, and they would say, it's not possible unless everybody agrees, and the United States doesn't. And you know, in fact, it was the late 80s, I think 1988, that the American government was forced
through civil society in those pressures to finally adopt sanctions, and then Britain of Thatcher the following year. So we see that interconnection. And that's my question to you about the Israeli situation. The possibility of seeing this worldwide BDS movement enforcing the pressures on governments to impose the kind of resolutions, and with it boycott, divestment, sanctions, through international agencies like the United Nations, and imposing that on the friends of Zionist Israel. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, généralement, le mouvement vient par le bas, c'est-à-dire que c'est d'abord la société civile qui va réagir, et puis ce qu'il faut espérer, c'est qu'à un moment donné, ça puisse remonter jusqu'aux États, et c'est ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud, puisque c'est effectivement très tardivement que les États ont accepté d'imposer des sanctions, et encore, elles étaient assez limitées au niveau des Nations Unies, du Conseil de sécurité, par exemple. Donc là, effectivement, c'est un mouvement de fond qui va permettre peut-être à un moment donné que les États arrivent quand même à la conclusion. Alors on se dit qu'il devrait y être arrivé depuis longtemps, mais que la situation ne peut plus durer et qu'il y a tellement peu de perspectives qu'on ne peut plus, au-delà d'un certain stade, continuer à soutenir l'État d'Israël. Alors, de ce point de vue-là, il y a malheureusement une difficulté particulière dans le cas d'Israël qui ne se trouvait pas dans le cas du régime d'apartheid. C'est que lorsque vous entendez tous les chefs d'État, en particulier d'États occidentaux, ils commencent toujours par dire « l'État d'Israël a le droit à la sécurité et est un État légitime ». Je pense que les chefs d'État occidentaux ne disent pas « le régime d'apartheid est légitime ». Au moins, l'illégitimité du régime d'apartheid était plus facile à démontrer que celle de l'État d'Israël, ou en tout cas de la politique de l'État d'Israël. Donc là, il y a une barrière supplémentaire, en réalité, à franchir, qui consiste à montrer que pour les États, c'est d'ailleurs dans l'intérêt de tout le monde, y compris celui d'Israël, d'arrêter avec cette colonisation, d'arrêter avec ces violations du droit international, que ça corrompt justement toute légitimité dont pourrait se prévaloir l'État d'Israël, et que c'est dans son bien comme dans le bien de l'ensemble des États. I think it's time for just one more. Yasmin's got one at the end. Thank you, Chair. I think one of the questions I have is that we have to admit that currently in the international criminal legal system, the reality for legal strategies is fairly limited because in terms of the International Criminal Court, unless you have a referral by the Security Council, you're never going to get action against the state of Israel. And so my question really relates to the obligations of states not to render aid or assistance, and the requirement really, therefore, that states have to violate, that states have to terminate aid and trade agreements that they may have. Because I think there are two areas that one can look at. The one is in relation to arms, and the other, I think, is a commodity which has really created, I think, is responsible for incredible death in our continent. That is diamonds, and that ranges from Zimbabwe right up to Sierra Leone and Liberia. And in fact, if you attend the diamond sales, I think all of us can see who the main buyers are. And I just wonder what opportunities there are to actually begin pressure from civil society on their own governments, using the constitutional provisions in their own countries to actually deal with those issues. So that's my first question. My second one really relates to the question of third-party states and, of course, individuals, high-ranking individuals from a particular state who may be responsible for war crimes, crimes against humanity, and in fact, who travel, and what we as citizens can do to put pressure on our governments.
Merci. Alors, s'agissant de la première question, c'est effectivement un des cas, un des exemples où l'on voit l'interaction qui peut exister entre l'action de la société civile et des obligations internationales qui incombent aux États tiers, puisque ces États tiers ont une obligation de ne pas prêter aide ou assistance, mais ils ne vont pas être particulièrement motivés à mettre en œuvre cette obligation tout seuls. Et spécialement, vous avez donné l'exemple des armes, spécialement quand il s'agit de vendre des armes, puisqu'il y a des intérêts économiques extrêmement importants. Et donc là, l'action de la société civile peut être et est, puisqu'il y a pas mal d'actions dans ce domaine, de bien mettre en évidence, en quoi consiste le commerce des armes entre l'État d'Israël et les États concernés. Or, c'est souvent des informations qui sont difficiles à obtenir, qui sont confidentielles. Donc c'est de mettre en lumière le commerce des armes, en quoi il consiste, et de mettre le lien entre les armes qui sont exportées et des violations du droit international qui sont réalisées avec l'appui de ces armes. Mais à nouveau, par exemple en Belgique, alors le cas d'Israël n'a pas encore été directement visé. Enfin ici, il y a du plaidoyer concernant l'État d'Israël, mais il y a eu certains recours qui ont été entamés, notamment il y a encore de cela à peine quelques mois pour des ventes d'armes à la Libye. Des recours juridiques avaient été entamés et d'ailleurs une annulation de la licence d'exportation d'armes a été obtenue devant les juridictions belges. La situation est malheureusement que les armes étaient en Libye depuis longtemps lorsque l'annulation a été obtenue. Mais ça, c'est évidemment un autre problème. S'agissant de l'autre question, on a pu voir dans un certain nombre d'États que là aussi, des mouvements de la société civile pouvaient essayer d'entamer ou en tout cas d'attirer l'attention sur la présence de criminels de guerre potentiels, dans ce cas-ci venant de l'État d'Israël. J'ai mentionné tout à l'heure le cas de Tzipi Livni. Quand bien même on n'arrive pas à obtenir effectivement l'arrestation de Tzipi Livni pour sa responsabilité dans l'opération Castled, à tout le moins en attirant l'attention, en déposant une plainte, en demandant un mandat d'arrêt, ça va quand même l'embêter. Ça embête très fort l'État d'Israël. Les Royaumes-Unis ont été obligés de modifier sa loi. Ça met quand même en évidence aussi certaines complicités qui vont peut-être être tenables pendant un certain temps, mais peut-être pas éternellement. En Belgique également, il y a eu une plainte, donc, comme je l'ai dit, contre Ariel Sharon et Amos Yaron. Certes, ça n'a pas abouti à un procès en bonne et due forme. Il n'empêche que ça a sérieusement contrarié l'État d'Israël, qui a d'ailleurs été en froid pendant très longtemps avec la Belgique, enfin pendant plusieurs années, à cause de cela. Parce que l'action sous l'ancienne loi de compétence universelle avait passé certaines étapes. Et donc il y avait vraiment un dossier qui commençait à être ouvert et une enquête qui commençait à être menée. Simplement, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un coup d'arrêt avec la modification de la loi. Mais donc il y a moyen, et puis je pense qu'il y a d'autres États où peut-être les lois sont plus favorables. Je n'ai pas fait une étude exhaustive évidemment de toutes les lois où il y a des possibilités supplémentaires de faire. Mais ça suppose évidemment que les dirigeants israéliens voyagent dans ces pays. Thank